congolais. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. D'entrée des jeux, qui sont les martyrs de l'indépendance? Bon, permettez-moi d'abord de dire que le 4 janvier, c'est la fête de la rupture avec l'ordre colonial. Alors, ainsi conçu, on devrait dire que sont martyrs de l'indépendance d'abord tous les résistants de la période coloniale, ceux qui ont lutté, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas accepté l'occupation coloniale. Et là, ils sont nombreux. On va commencer probablement par tous les résistants des mouvements messianiques, les adeptes du kibangisme qui ont été envoyés au loin dans plusieurs régions du pays, dans les prisons, les adeptes du Kitawala qui ont été également dispersés dans le pays, des chefs coutumiers, des chefs traditionnels, et les leaders de ces mouvements, Simon Kimbangu en tête, qui va connaître un long emprisonnement pour Machi. Voilà, ce sont là je dirais le premier lot des martyrs de l'indépendance. Le second lot des martyrs de l'indépendance, ce sont toutes les victimes de la manifestation indépendantiste du 4 janvier 1950. Alors, professeur, qui avait instauré cette date de 4 janvier comme férié? C'est une date qui s'est imposée dès la première législature. L'événement du 4 janvier 1959 a été quelque chose qui a marqué les esprits, tant au niveau de la colonie, mais même de la métropole. Parce que jusque-là, le Congo avait la réputation d'être la colonie moderne. On parlait même de l'empire du silence. Aujourd'hui, nous rigolons, mais à ce moment-là, c'était des gens très bien, très bien éduqués, qui ne veulent rien d'autre que vivre en paix. Voilà. Et lorsqu'on apprend que au Congo belge, le dimanche 4 janvier 1959, il y a révolte de la population, un nombre impressionnant des gens qui sont morts, c'est quelque chose qui a frappé, et qui a étonné, qui a scandalisé, et qui a même effrayé, au point même que le roi Baudouin va être la première personne à faire sortir de la clandestinité le concept de l'indépendance. Puisque, à la suite de cela, le 13 janvier 1959, le 13 janvier 1960, il sera obligé de dire, nous allons mener le peuple congolais vers l'indépendance. C'est la première fois que le mot est utilisé officiellement par un représentant du pouvoir colonial, et que dis-je, le tout premier représentant du pouvoir colonial. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé réellement le 4 janvier 1959 à Léopoldville, devenu aujourd'hui Kinshasa? Bon, nous insistons beaucoup sur l'événement. Moi, j'aimerais bien, excusez-moi, je suis dans mon métier d'historien, dire que l'événement, c'est un processus. C'est l'aboutissement d'un processus. Je vais parler de l'événement. Et je voudrais parler très brièvement aussi du processus. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu mutation, changement dans le monde entier. D'abord avec la création des Nations Unies, les nouvelles idées dans le monde, en estimant qu'il faudrait qu'il n'y ait plus peuple qui soit sous domination. Donc il y a là déjà de nouvelles idées dans le monde. Et lorsque un personnage comme Jeff Van Bilsen, le professeur Jeff Van Bilsen, écrit en 1955 le fameux document de plan de 30 ans, et qu'il voudrait se conformer à ces idées dans le vent, et pour bien montrer que son pays
n'est pas un pays rétrograde. Son pays veut être un pays comme un autre qui pense à l'émancipation de la population. Mais cet événement va faire boule de neige, ça va créer d'autres événements. Au Congo aussi, il y a tout un courant nouveau qui est né parmi les évolués, nos premiers lettrés du pays, qui pensent à autre chose à partir du moment où, jusque-là, tous les coloniaux étaient considérés comme étant des gens appartenant à la même mouvance politique, sont autorisés maintenant à être dans plusieurs partis politiques belges. Donc il y a de nouvelles idées, il y a des divisions qui entrent parmi les coloniaux. Et voilà que ces genres de divisions entrent parmi les évolués. Et cela va se caractériser notamment par cet élément particulier connu dans l'histoire belgo-congolaise comme étant la guerre. Le terme est employé, la guerre scolaire. Parce que jusque-là, il n'y avait d'école et d'école chrétienne. Et j'allais presque dire d'école catholique, parce que le protestantisme était plutôt relégué à un second. Mais à partir, voilà, d'un nouveau gouvernement belge qui instaure de nouvelles idées, un gouvernement présidé d'ailleurs par Achille Van Acker, où il y a des libéraux et des socialistes, il y a un ministre des colonies. Un nom d'ailleurs que les Congolais devraient ne pas oublier, Auguste Buisseret, le ministre des colonies, qui va estimer qu'il faudrait créer au Congo des écoles non confessionnelles. C'est ce qu'on va appeler les écoles laïques. Et donc, lorsque nous arrivons à cet enchaînement de faits en 1955, il y a Van Bussen qui jette le pavé dans la mare, le roi Baudouin qui décide de venir en visite officielle, sans doute pour voir la colonie, comme ses parents, le roi Léopold III, mais aussi ses grands-parents Albert, mais c'est aussi essentiellement pour essayer de réconcilier les Belges entre eux, parce que les coloniaux sont très divisés. Là, nous sommes à ce moment-là. Mais voilà que le plan de 30 ans est traduit en français. Et en 1956, le petit groupe d'intellectuels qui s'est réuni chez l'abbé Maloula s'empare de cette idée et publie le premier document important provenant des coloniaux où il est question de l'émancipation politique. C'est ce qui est connu sous le concept de conscience africaine. Donc, le groupe s'appelait le groupe Conscience africaine et ils ont sorti leur document sous ce concept de manifeste conscience africaine. Donc, nous avons là une série d'événements qui font que nous allons vers quelque chose de différent. En 1957, nous avons les premières élections communales, très importantes, parce que c'est à ce moment-là que un personnage dont le nom va revenir fréquemment, Joseph Kasavubu, devient bourgmestre. Et son association, la BACO, s'est organisée si bien que dans la ville de Kinshasa, cette association a pratiquement raflé tous les postes des bourgmestres, sauf dans une seule commune. Lors des élections de 1957, l'élection, je crois, de bourgmestre, la BACO était bien organisée, elle avait raflé peut-être tous les sièges, à l'exception d'une seule commune. C'était quelle commune? Bon, c'était la commune Saint-Jean, qui s'appelle aujourd'hui Lingwala, où le bourgmestre Lutula, n'est-ce pas, a été élu. Il faut dire qu'à ce moment-là, dans la mesure où il n'y avait pas de partis politiques, ce sont des associations qui ont fait la mobilisation pour les élections. Et donc, dans la ville de Boigny, la BACO était l'association la mieux organisée. Et donc, lorsqu'il y a eu des élections, on a eu cette grande surprise de constater que son organisation était d'une
efficacité redoutable, puisque partout, ils ont raflé le poste. Lorsque nous arrivons à ce stade où il y a le manifeste de conscience africaine, nous allons vivre, alors nous arrivons, nous culminons maintenant vers le 4 janvier, nous allons vivre deux événements, à la fois panafricains et congolais. L'événement panafricain, c'est quoi? C'est que en 1957, la colonie britannique qui s'appelait Côte d'Or, qui s'appelle aujourd'hui Ghana, devient indépendante. Elle devient indépendante. Cette première colonie de l'Afrique subsaharienne. Et le président est un panafricain qui estime que l'indépendance de son pays n'est que le point de départ de l'indépendance de toute l'Afrique noire. Il va donc convoquer une grande réunion des pays africains en 1958 pour pouvoir réfléchir sur l'avenir de l'Afrique. Il faut donc que tous les pays, indépendants ou pas, parce que quelques pays indépendants de l'Afrique du Nord, le Maroc, etc., la Tunisie, sont déjà indépendants, mais surtout l'Afrique, les pays qui sont encore colonies, devraient absolument envoyer des délégués. Et au Congo, des personnalités comme le père Van Wink va s'arranger pour qu'il y ait quelques délégués du Congo belge. Et c'est là où l'événement panafricain commence à avoir une implication chez nous, parce que on choisit d'envoyer quelques personnages. On envoie Patrice Lumumba, on envoie Joseph Kabila, on envoie Diomi, Gaston Diomi, et en principe, on envoie Joseph Kasavubu. Mais on a peur de Joseph Kasavubu, parce que c'est lui qui commence à tenir le discours indépendantiste. C'est lui qui a fait la grande conférence où il a été question du droit du premier occupant. C'est un personnage dangereux. On va s'organiser pour qu'en dernière minute, il ne puisse pas voyager. On nous dira que ces vaccins n'étaient pas en ordre. Okay. Deux choses. Ceux qui partent pour la première fois, qui quittent pour la première fois le Congo et qui arrivent à Accra, rencontrent pratiquement tous les futurs grands leaders africains. Les Nyerere, Sékou Touré, Holden Roberto pour l'Angola, Jomo Kenyatta. Voilà, tous les grands sont là. Et ça va être, pour un personnage qui est un autodidacte hors pair, Patrice Lumumba, une occasion formidable de se former politiquement. Ce qui fait, lorsqu'il rentre, il va organiser Place Kalamou, 28 décembre 1959, premier grand meeting pour rendre compte de ce qui s'est passé à Accra. Place Kalamou, c'est où? Place Kalamou, c'est devant la commune. On dirait aujourd'hui place Matongi, place Rond-Point. Voilà, là, devant le bureau. Il va tenir une très grande manifestation où il va faire le compte-rendu de ce qui s'est passé à Accra. Et le pouvoir colonial va se rendre compte que son discours a complètement changé et qu'il est devenu très radical et qu'il dit des choses qu'on n'a jamais entendues. Notamment, il dit pour la première fois que l'indépendance n'est même pas un cadeau de la Belgique, c'est un droit fondamental. Alors, on va prendre le premier bourgmestre, on n'appelle pas encore gouverneur, le premier bourgmestre, M. Tondeur, très très peur. Donc, nous sommes là le dimanche, le 28 décembre 1958. Voilà. 58. Parce que la réunion d'Accra, c'est en 1958.
Joseph Kasavubu prend la même initiative pour le dimanche suivant, un peu dans le même contexte. Il y a Arthur Pinzi qui revient d'une grande conférence à Bruxelles. Eh bien, on va faire un grand meeting de la BACO. Premier point, ce sera le compte-rendu de ce que Arthur Pinzi aura dit. Et ensuite, il va y avoir le discours de Kasavubu. Donc, la manifestation va tourner mal parce que le pouvoir colonial a peur, en se disant, si le petit Lumumba a déjà créé tant de problèmes, qu'est-ce que ça va être avec Kasavubu? Très dangereux. Et donc, on va annuler la manifestation. Or, justement, il y a toutes les fêtes de la Saint-Sylvestre, de la bonne année. La lettre disant que la manifestation est annulée, n'aura pas lieu, n'arrive entre les mains des Kasavubu que le 3, c'est-à-dire la veille samedi. Trop tard d'expliquer à tous les militants que la manifestation n'aura pas lieu. On va essayer parce que Kasavubu est bourgmestre, donc c'est l'homme de la ville, il obéit. On essaie de prévenir tout le monde que la manifestation n'aura pas lieu. Malheureusement, l'information ne passe pas suffisamment. Et donc, dès le matin, puisque c'était prévu également dans Kalamou, mais cette fois-ci à la place Imka, que vous appelez aujourd'hui place du 4 janvier. Imka, c'est un centre culturel protestant, le Young Men's Christian Association, la signification de l'abréviation de Imka. C'est là que des manifestations, des mouvements de jeunesse se réunissent. On a prévu de faire cette manifestation là, mais pas à la place Kalamou, donc pour marquer la différence. Alors, finalement, dans l'après-midi, le président Kasavubu va accepter de venir. Il va dire un petit mot pour dire la manifestation n'aura pas lieu, ou plus exactement, elle est reportée, puisqu'il y a eu un groupe de réflexion des partis politiques belges sur la situation politique du Congo et qu'ils ont prévu de faire une très grande déclaration le 13 janvier. Kasavubu vous dira, nous ferons notre manifestation après le 13 janvier, lorsque nous aurons entendu ce que le pouvoir colonial a dit. Mais, vous comprenez, les gens qui ont attendu toute la journée, qui sont assoiffés, qui sont fatigués, ils sont furieux. Qu'est-ce que c'est ça que le premier bourgmestre qui annule la manifestation? Il traîne dans le quartier et il rencontre une autre foule mécontente qui sort du stade où il y avait match de football Mikado contre V-Club. V-Club, le grand parti, Victoire Club, Le Vita club. Club. Et voilà, c'est le petit, voilà la petite équipe de Mikado qui a gagné. Les gens sont furieux. Voilà. Et les gens sont mécontents. Nous sommes dans un quartier, comme aujourd'hui, commerçant, où les Grecs, les Libanais, les Portugais, dans ce qu'on appelait Franco-Belge, le nom du quartier, ont leurs boutiques ouvertes. Les gens entrent dans les boutiques, ils sont furieux, ils demandent, allez, montrez-moi cet habit, puis tel autre, donnez-moi tel damjan de vin. Bon. Le Portugais, effrayé, il dit, non, 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 je ferme mon magasin, genre, pas question. Il sort sa carabine, sinon je vous chasse. Ouais. Donc, on va vers une certaine violence. C'est à ce moment-là que, effectivement, la violence éclate. On casse, on commence par casser les pompes à essence. On s'en prend
toutes les voitures qui passent où on voit un blanc, on est furieux, ça commence comme ça. Et puis on se rend compte que rien ne s'y passe. Le mouvement continue et on se dirige vers la rue Général de Gaulle, qu'on appelle aujourd'hui l'avenue du commerce, où il y a des magasins. Et le pillage se réalise. Alors, le général Janssens, avec ses troupes, réagit. On fait venir les troupes métropolitaines belges qui se trouvaient dans les camps de Kamina et de Kitona pour, justement, maîtriser la manifestation qui va durer 2-3 jours. Hein. Okay. Donc, le 4 décembre. Et on va s'en prendre à tous les symboles de l'État, les symboles des Blancs, mais également le symbole de l'Église catholique. Dans la logique où l'Église catholique est considérée comme étant, soit complice du pouvoir colonial, des paroisses, des cassés, etc. Voilà l'événementiel du 4 janvier. Et donc, cette rupture importante, sur le plan symbolique, va changer du tout au tout ce qui avait été prévu. Même la fameuse déclaration prévue par les partis politiques belges sera une déclaration dépassée. Parce que dans cette déclaration du 13 janvier, les partis politiques belges ne disent pas un mot de l'indépendance. Mais c'était trop tard, le roi l'avait déjà dit avant. Donc, à ce moment-là, il ne restait plus qu'une chose à faire, c'est se mettre à préparer l'indépendance. Au fait, l'événement-là, les émeutes avaient embrasé toute la République? Ou bien seulement la ville de Kinshasa? Non, c'était pas la peine. Ça venait de se passer dans la capitale. L'événement est considéré comme le symbole de toute une série de réactions qui ont précédé pendant des décennies pour arriver à l'émancipation. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, comment ça se fait. Vous savez, nous fêtons le 1er mai, fête du travail, n'est-ce pas? Est-ce que les gens se rappellent encore que c'est parce que les syndicats américains, ce jour-là, avaient exigé que la journée du travail soit de 8 jours? Non. C'est devenu la fête du travail dans le monde entier. Nous fêtons le 24 juin, fête de la musique. Est-ce qu'on se rappelle que un certain ministre de la Culture français, Jacques Lang, a dit non, ce jour-là, faisons-en la fête de la culture. Non, de la musique, non. C'est une fête, elle devient jour qui commémore quelque chose qui a sa place dans la durée. Et c'est pour ça que j'insiste qu'il est important de ne pas privatiser la fête du 4 janvier en croyant que c'est la fête de quelques-uns. C'est la fête de la Bako. C'est la fête de Bakongo. Non. Et nous avons cette tendance chez nous, cette tendance malheureuse de privatiser, de régionaliser. Voilà. De régionaliser même des héros nationaux. Non. Ce sont des événements qui ont leur place pour tout le monde. Et donc, on ne doit pas dire, quand on est à Lubumbashi, ah non, c'est l'histoire qui s'est passé là-bas, nous, on n'est pas concernés. Non. On est concernés parce que il y a eu toutes les actions, toute la résistance des chefs coutumiers, Kasongo Nyembo, Kabongo, la révolte des mineurs de l'Union minière, tout ça, ce sont des choses qui comptent lorsqu'il est question du 4 janvier. Donc le 4 janvier concerne toute la République démocratique du Congo et tous les Congolais. Ça concerne tous les Congolais. Et probablement que nous devrions faire aussi un effort pour que tous ces journées festives ne soient que un jour férié et rien d'autre. C'est insuffisant. On devrait ce jour-là aller déposer une gerbe de fleurs au monument X. Est-ce qu'il y a ces monuments-là? À construire, qui n'existent pas.
Donc voilà toute la gestion. Donc là, c'est une suggestion. Voilà toute la gestion de la mémoire nationale. C'est toute la gestion de la mémoire nationale. C'est probablement le jour où on devrait procéder à la décoration des personnes, des personnalités qui incarnent cette résistance. La symbolique, parce que toutes ces fêtes nationales, c'est devenu simplement, c'est un jour férié, c'est tout. Non, c'est jour férié de quoi et pourquoi? Qu'est-ce que nous célébrons? Il faut revenir à ça. Il faudrait que cet effort soit fait, non seulement au niveau des pouvoirs publics, mais également au niveau des communicateurs qui doivent expliquer à la population de quoi il s'agit. Et nos hommes de culture devraient prendre en charge ces événements pour pouvoir les mettre en valeur. Quel a été le nombre exact des victimes? Bon, comme d'habitude, chaque fois il est question des morts au Congo, c'est toujours objet de controverse. Nous nageons entre 50 et 250, au moins. Il y en a qui arrivent même à 300. Et c'est certainement plus que 50 qui est le bilan officiel, parce qu'il y a des morts non déclarés. Des morts non déclarés. Parce que les gens blessés qui rentrent à la maison, comme d'habitude chez nous, lorsqu'il y a une manifestation, il y a les corps qui sont connus. Parfois même l'armée s'empare de certains corps pour que ça n'entre pas dans la statistique des morts. Et puis il y a des morts anonymes que les familles ne veulent pas déclarer pour ne pas avoir de problème. Et ça, nous les avons pour tous les événements qui se déroulent. Monsieur le professeur, après ces émeutes, il y a eu des arrestations des leaders politiques? Bien sûr, bien sûr. Grandes arrestations. Arrestations. Joseph Kasavubu, Daniel Kanza, celui qui dans la chanson on appelle Mbuta Kanza, et Simon Njezalam, les grands leaders de la BACO qui ont été arrêtés. Et c'est important de souligner cela parce que tous les efforts qui ont été faits ne sont pas mis en valeur. On devrait, par exemple, à cette occasion, remettre en mémoire, n'est-ce pas, le souvenir, la figure de l'abbé Loya, qui a été celui qui a caché, qui a donné à Kasavubu sa soutane, pour que Kasavubu porte une soutane, puisse fuir et aller se cacher du côté de Kimwenza, là-bas. Et en passant tous les contrôles, il est considéré comme un abbé, bon, l'ecclésiastique, il n'y a pas de contrôle. Parce que c'est ça aussi. On devrait mettre en valeur, je le dirais probablement dans un autre contexte, tous les premiers abbés, qui d'ailleurs ont presque toujours dans les différents cadres, ont lutté dans notre contexte. Je parle de l'abbé Loya, je parle de Malula, l'abbé Malula, il y a eu ailleurs beaucoup, l'abbé Mbouya au Kassai, un personnage. Voilà, tous ces gens qui déjà pendant la période coloniale ont vécu le grand martyre d'être avec la communauté européenne vivant du racisme, ne l'acceptant pas et luttant contre ça. L'abbé Nkama, Akikuta. Voilà, toutes ces personnalités dont on devrait évoquer la mémoire lorsqu'il est question du cadre. Tous ces abbés-là sont les pionniers de l'indépendance. Sont des pionniers de l'indépendance, mais on parle de très peu d'eux. Vous savez, quand on voit dans la région, il y a eu 3 ecclésiastiques qui ont été à l'avant-plan de l'indépendance. Il y a eu à Brazzaville, n'est-ce pas, l'abbé
qui va devenir président de la République. En Centrafrique, il y a le père, le père du Saint-Esprit, qui va mourir peu avant le Congo. Il y a eu des abbés qui, eux, n'ont pas accédé, n'ont pas voulu, c'est à la politique, comme Malou, qui aurait pu, voilà, qui ne l'a pas fait. Donc, vous voyez. Donc, c'est pour dire que nous avons vécu les mêmes situations dans la région. Notre première élite a été essentiellement une élite ecclésiastique. Au demeurant, la plupart des hommes politiques sont des anciens grands séminaristes. Vous le savez bien, que ce soit Kasavubu, que ce soit Gizenga, qui était grand séminariste en Malaisie, que ce soit Pierre Moulele, qui était frère Joséphite. Voilà, tous c'était des anciens frères. Je rappelle pour l'abbé Loya, il est décédé le 30 mai 1960. C'était un mois avant même l'obtention de l'indépendance. Oui, il est mort. Oui, voilà. Il est mort dans un accident. On ne peut pas dire plus. Un accident de circulation. Un accident sur la route. On ne va pas revenir sur tellement de détails, mais c'est ça que je voudrais dire, c'est que le 4 janvier, ce n'est pas un phénomène isolé comme ça. C'est quelque chose qui se situe dans le continuum de notre histoire. C'est la célébration de la rupture entre l'ordre colonial et le nouvel ordre, voilà, que nous avons appelé à ce moment-là l'indépendance, que nous appelons aujourd'hui d'autres indications, la République, la démocratie, etc. C'est cette rupture. Bon, ça fait après le 4 janvier, ce sont peut-être les émeutes du 4 janvier qui ont précipité l'indépendance de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez me parler après les émeutes jusqu'à l'obtention de l'indépendance de la République démocratique du Congo? Oui. Quels sont les grands événements qui ont marqué en quelques mots? Oui, très brièvement, après la déclaration du roi Baudouin, nous avons eu évidemment toute la création des partis politiques, parce que la décision va être prise d'organiser des conférences, la table ronde. Voilà. La table ronde. Table ronde politique. En janvier, février 1960, et table ronde économique en avril-mai. Et puis, à partir de la table ronde politique, au mois de janvier, lorsqu'il est décidé que l'indépendance aura lieu le 30 juin de la même année, les choses se sont précipitées. Les choses se sont précipitées. Il y a eu surtout le fait qu'il fallait mettre en place une constitution. Le Parlement belge va pouvoir rédiger cette constitution que le roi Baudouin va pouvoir promulguer le 19 mai 1960, ce que nous appelons la loi fondamentale. C'est grâce à cette loi fondamentale que va s'organiser en fait les différentes structures politiques de l'indépendance. Mais la loi fondamentale a d'ailleurs a été une reprise essentiellement des grandes conclusions de la table ronde politique, qui avait déjà décidé de ce qui devait se faire. Voilà en quelques mots comment il y a l'enchaînement des choses. On peut aller dans les détails parce qu'il y a énormément de détails, mais je pense que ce n'est pas le lieu de revenir là-dessus. Ok, monsieur le professeur, quelle est votre conclusion sur la fin? Bon, ma conclusion serait la suivante. Prenons en charge la mémoire républicaine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, évitons cette tendance
du moment qui consiste à tout privatiser. Comme si, voilà, le personnage Kasavubu appartenait à quelques-uns. Alors que c'est le premier Congolais à accéder à la magistrature suprême. C'est un homme qui doit être honoré par toute la raison pour laquelle d'ailleurs les aveugles, privatiser le personnage Lumumba. Non. Essayer même de les opposer. Mais non. Il existe des mémoires. La mémoire nationale, c'est une mémoire qui s'enrichit de tous ses apports. Et évitons, je dirais, de parler du passé avec les arguments du présent. Parler du passé avec les arguments du présent. Essayer de porter dans le passé des petits conflits, des guerres d'aujourd'hui, croyant que c'était comme ça dans le passé. Non, c'était pas comme ça dans le passé. Je vais vous dire d'ailleurs que Kasavubu disait justement dans le mot introductif du 4 janvier, il disait même qu'il n'y a pas contradiction à être à la fois membre de la BACO et du MNC. Il n'y a pas contradiction, on peut être dans les deux, comme Gaston Diomi d'ailleurs. Donc voilà donc évitons ce genre de choses. Pourrions-nous attribuer à Kasavubu la paternité de l'indépendance? La paternité de l'indépendance appartient au peuple congolais. Voilà. Au peuple congolais. Chacun, je dirais, plusieurs personnes, plusieurs instances, plusieurs groupes de personnes qui ont apporté leur contribution. Il n'y a personne qui peut revendiquer le monopole de l'indépendance comme au retour de la table ronde, n'est-ce pas, comme certains le disaient, Bolikango, l'indépendance, les ana poche langayawa. Nabimisango, non, sinon ba Congo ba ozoango. Oui, indépendance, c'est bangala. Non, c'est pas ça. Il y a tout le monde, beaucoup de gens, y compris des artistes. Voilà. Y compris des artistes. Vous pouvez citer quelques-uns? Écoutez, l'artiste, notre grand Kabasele, voilà. C'est l'artiste avec grand A, n'est-ce pas, qui a fait des chansons formidables. Pardon? Kabasele Chamala. Chamala, oui. Indépendance. Tcha-tcha. Ce n'est pas seulement ça, une série de chansons nationalistes. Beaucoup. Et des intellectuels comme Thomas Kanza. On ne peut pas imaginer que ça appartient à quelques-uns. C'est un tel qui l'a pondu. Non. C'est un tel qui détient le livre d'or. Non. C'est la conjonction. Donc, évitons, peuple congolais, cette tendance à considérer qu'il y a partout des conflits et qu'il faut absolument créer, inventer, fabriquer des conflits entre nous. Nous constituons un beau peuple. Restons ce que nous sommes, un beau peuple uni. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a élevé le président Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, au rang des héros nationaux. Et quels sont les éléments qui ont concouru à ce qu'on puisse l'élever à ces rangs des héros nationaux? D'abord, il faut dire que le président Félix Tshisekedi a eu bien raison de l'élever au rang des héros nationaux parce que c'est un des acteurs majeurs de la gestion immédiate des événements de l'indépendance, de la lutte immédiate pour l'indépendance, à partir déjà du 4 janvier où il a été arrêté, il a dû se cacher, il a fait la prison, n'est-ce pas, et de ce fait-là, il est à la base, n'est-ce pas, de ce qui va suivre, de l'événementiel qui va suivre et qui nous amène à la déclaration du roi du 13 janvier et puis finalement
à l'organisation de tables rondes. Merci, professeur Isidore Ndaiwel, pour ces moments d'échange. Également, merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous reprenons que nous avons reçu pour vous le professeur Isidore Ndaiwel. Il est historien